Culture. Bonjour Philippe Carsanti. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes porte-parole de l'organisation Republicans in France et par ailleurs ancien adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine. C'est hier que s'ouvrait donc la convention républicaine de Milwaukee pour la présidentielle américaine. Elle a été marquée évidemment par le retour très remarqué, par une apparition très remarquée de Donald Trump 3 jours après la tentative d'assassinat dont il a été l'objet et dont il a échappé. Et ce fut également l'occasion d'annoncer le nom de son colistier, J.D. Vance. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, Philippe Carsanti, que change selon vous cette attaque de samedi en Pennsylvanie, à la fois sur la manière dont Trump va poursuivre et mener la suite de sa campagne, mais aussi sur la campagne elle-même? Alors, il faut savoir que Trump était vu de façon messianique par une grande partie de la population américaine. Et là, je crois que ça va aller encore plus loin. Parce que là, Trump, lui, s'est senti sauvé par Dieu, et par l'écart qu'il a fait juste en bougeant sa tête, la balle qui aurait pu lui transpercer la tête. Maintenant, c'est simplement les États-Unis. C'est tout simplement les États-Unis qui sont sauvés, puisque Trump va arriver et sauver les États-Unis après les 3 ans et demi de désastre de la présidence Biden. Sur sa manière de communiquer, il a... Alors, moi, j'ai l'impression, déjà, depuis quelque temps, j'avais l'impression que la température était baissée du côté de Trump en termes de communication. Il faisait une communication beaucoup plus institutionnelle, beaucoup plus, je dirais, classique. Qui lui ressemble beaucoup moins, du même coup. Exactement, ça ne ressemblait pas. C'était pas du Trump dans le texte à l'époque. Et là, je pense qu'avec cette avance qu'il est en train de prendre, qui n'est pas certaine du tout, puisqu'on est quand même à 4 mois de l'élection, donc il peut se passer tellement de choses d'ici là, mais il se rassure, il s'est rassuré. Et d'ailleurs, le choix de son vice-président montre qu'il se sent quand même actuellement très très fort et en position de gagner cette élection. Ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que Joe Biden, paradoxalement, avec cet attentat, a sa position renforcée au sein du Parti démocrate, parce que plus personne n'ose affronter Donald Trump à la présidentielle du 5 novembre. Donc tous les autres candidats démocrates qui étaient là à essayer de le pousser vers la sortie se disent « Oh non, on va le laisser se carboniser ». Parce Donald Trump est désormais le grand favori de cette élection, en particulier après cette attaque de samedi en Pennsylvanie. Alors il l'était avant l'attentat raté. Il est encore plus. Il l'est encore plus maintenant, mais encore une fois, je vous dis, il reste 3 mois et demi, donc il peut se passer beaucoup de choses. Donald Trump, un bandage sur son oreille blessée, a été ovationné par la foule républicaine hier, unis derrière les mots d'ordre USA, USA, USA et Fight, des mots entrés dans l'histoire samedi après avoir été prononcés par Donald Trump. Quelques secondes après avoir été touché, ça a beaucoup été commenté. Philippe Carsanti, qu'est-ce que disent à vos yeux ces mots? C'est-à-dire la force. Ce que je disais récemment, c'est qu'un débat a abattu Joe Biden, une balle n'a pas pu abattre Donald Trump. Vous voyez la force qu'il représente, et la force qu'il représente non seulement lui-même, mais les États-Unis, et les États-Unis pour le monde. Je suis sur Radio J, je connais l'importance sur Radio J de ce qui se passe dans politique étrangère, que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient. Sous Donald Trump, au lieu de faire la guerre à Israël, on a eu les accords d'Abraham. Poutine ne bougeait pas une oreille lorsque Donald Trump était président. Donc je crois que c'est vraiment un message fort au monde. Quand Donald Trump sera de retour, on aura vraiment un monde beaucoup plus apaisé. Et à travers ce message, vous souhaitez également souligner le contraste entre cette force de Donald Trump et la fragilité de Joe Biden? Non seulement la fragilité. Imaginez simplement quand Poutine ou le président Xi en Chine voit Joe Biden trébucher, être incapable de se souvenir des noms des gens, ça n'empêche pas d'avoir des positions très fermes sur ces dossiers. Alors, ça n'empêche pas l'administration américaine d'avoir certaines positions très ferme, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on ne sait pas qui gouverne actuellement aux États-Unis. On ne peut pas imaginer que Joe Biden, qui n'est pas capable, je vous dis, d'aligner plus de quelques phrases sans faire un lapsus, ou alors de marcher sans être tenu par sa femme, soit la personne qui dirige exactement les États-Unis. Même en termes démocratiques, pour les Américains, c'est un vrai problème. On parle parfois de gérontocratie américaine. Vous partagez cette analyse? Alors, oui et non. Oui, pour ce qu'on a actuellement, mais en fait, pour moi, l'âge n'est pas important. Je connais des gens de 85 ans qui vont très bien et qui ont leur tête et qui ont toute leur capacité intellectuelle. Là, le vrai problème, c'est qu'on a un président qui est en place et on ne sait pas qui est derrière, qui manipule, puisque vous voyez très bien qu'il... Vous le considérez comme incapable de diriger le pays en ce moment? Ah, complètement. Sur le plan on sait très physique bien, physiquement et intellectuellement, on voit très bien. J'invite vos auditeurs à regarder une chose assez amusante. L'allocution qu'a fait Joe Biden juste après l'attentat, quand il était dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, vous le voyez sortir et vous voyez qu'il sort il marche, il fait quelques pas et on le voit avec le bras totalement figé.
J'invite aussi vos téléspectateurs, vos auditeurs et aussi... Beaucoup de gens qui nous regardent aussi en vidéo. Voilà, donc tous ceux qui nous écoutent, et notamment les médecins qui connaissent bien ça, à voir quel est ce symptôme. Le syndrome du bras figé, c'est un des symptômes de la maladie de Parkinson. Donc, on a clairement un président américain qui est affaibli. Aujourd'hui... Vous avez d'autres éléments factuels qui pourraient accréditer cette thèse? L'incapacité à répondre, à se souvenir de noms, l'incapacité à débattre correctement. Vous voyez qu'il a tout le temps les yeux hagards. On voit très très bien que Joe Biden n'est pas en état de gouverner les États-Unis. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis vraiment, on est dans un moment où la guerre est à nos portes. Hein. On l'a en Ukraine, on l'a au Proche-Orient, avec l'Iran qui devient de plus en plus diabolique. Je trouve que c'est très important d'avoir un président comme Donald Trump. Philippe Carpentier, on a même vu hier des gens en larmes en retrouvant Donald Trump. Il y a une forme de communion, de fusion très forte entre l'ancien président américain et ses partisans. Alors, je dirais qu'il y a une forme d'idolâtrie. Hein, il y avait une forme d'adulation et d'idolâtrie. Mais je trouve qu'on peut le comprendre parce qu'on peut comprendre que ce président soit tant regretté quand on voit l'état du monde 4 ans après. Et on peut comprendre qu'il y a un grand espoir qui est porté en lui. C'est quand même... Il y a une forme de religiosité autour de sa figure. Oui, c'est ce que je vous dis. Oui, il y a une forme d'idolâtrie de... C'est bon ça en démocratie, même si vous êtes républicain? Non, pas du tout, pas du tout. Mais vous pouvez pas empêcher les gens d'avoir cette... vous savez, l'idolâtrie qu'il y avait autour de Barack Obama était aussi palpable. En revanche, regardez le résultat de la politique étrangère de Barack Obama, ça a été un désastre pour le monde entier. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, vous avez raison, c'est pas bon d'aduler quelqu'un, mais il y a vraiment de quoi aimer cet homme. Considérez-vous, Philippe Carpentier, que le camp démocrate est en partie responsable de l'attaque qui a visé Donald Trump samedi en Pennsylvanie? Alors, naturellement, pour 2 raisons. La première raison, c'est que, et je vous invite vos auditeurs, téléspectateurs, à regarder le fil Twitter de Joe Biden de ces dernières semaines, écouter les médias, regarder tout ce qui a été dit. Donald Trump était comparé à Hitler, était comparé à un dictateur qui supprimerait la démocratie. Si vous mettez ces 3 choses-là bout à bout, je vous pose la question. On est aujourd'hui en 2024, en 1934. Si on avait eu la possibilité d'arrêter Adolf Hitler avec une balle, moi, je pense qu'il aurait fallu le faire. Donc, si Donald Trump, c'est Hitler, alors ils ont raison. Et moi, je pense, il est évident que Donald Trump n'est pas Hitler. Il a été élu, il a passé 4 ans au pouvoir, il a laissé passer Joe Biden qui est devenu président. Donc, ce n'est absolument pas une menace pour la démocratie. Et c'est ça qui est important, c'est que la diabolisation des hommes politiques, on l'a vu en France aussi. Vous savez, et elle se retourne aujourd'hui contre le camp démocrate? Alors, elle se retourne naturellement, puisque vous avez vu qu'ils ont retiré tous leurs spots de pub, qui étaient des spots de pub incendiaire contre Donald Trump. Et on a écouté Joe Biden il y a quelques instants revenir sur ces mots de cibler. Naturellement, quand il a dit il faut cibler Donald Trump, ça c'était, je crois, le 8 juillet, c'est-à-dire 5 jours avant. Donc c'est catastrophique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Vous voulez dire cibler son programme, c'est en tout cas ce qu'il a expliqué aujourd'hui. Oui, enfin, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Il a dit il faut mettre une cible sur Donald Trump. Excusez-moi, on peut tout réécrire. Hein. Mais la deuxième chose sur laquelle je pense qu'il y a une vraie culpabilité du côté de l'administration Biden, et là, je crois que c'est beaucoup plus large, c'est le wokisme qui s'est développé aux États-Unis. Et je voudrais développer ce point en 1 minute. Oui. Le wokisme qui s'est développé aux États-Unis a fait que vous savez qu'on a les programmes de diversité, d'égalité et d'inclusion. Et dans ces cas-là, on s'est mis à mettre des gens, pas seulement en fonction de leurs compétences, mais en fonction de leur genre, de leur couleur de peau et de ces choses-là. Et vous regardez une chose qui s'est passée lors du meeting de Butler où Donald Trump était protégé. Il était protégé notamment par quelques femmes qui étaient de petite taille, qui n'avaient en aucun cas la possibilité de protéger Donald Trump. Je me suis posé la question, je suis allé voir quand même qui était la responsable des Secret Service, comme on appelle, qui sont plutôt les services de protection rapprochés. C'est une femme des présidents et des anciens présidents. Exactement. C'est une femme qui vient de Pepsi Cola, qui était la directrice de la sécurité de Pepsi Cola, et qui a fait dans ses premières déclarations, qui a dit « Mon but, c'est qu'en 2030, les Secret Service, il y ait au moins 30% de femmes. » Et bien moi, j'aurais dû lui dire « La seule objectif, c'est que 100% des gens soient compétents. » Quand on a un homme qui s'appelle Donald Trump qui fait 1m90, on ne lui met pas en termes de protection rapprochée quelqu'un qui fait 1m60 ou 1m70. C'est la première chose. Philippe Carpentier, c'est donc J.D. Vance qui a été désigné hier comme colistier de Donald Trump. Pourquoi ce choix, à votre avis? Est-ce que c'est lié à son âge? On parlait tout à l'heure des âges des présidents et des anciens présidents. Il a seulement 39 ans. Est-ce que c'est pour toucher à travers lui, qui est sénateur de l'Ohio, certains États qui sont particulièrement clés pour cette campagne? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que s'il l'a fait, c'est qu'il se sent vraiment très fort. Parce que Donald Trump et J.D. Vance parlent un petit peu au même type de gens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont globalement les États, je dirais un peu middle class, ouvriers,
et qui ne sont pas, je dirais, il va pas parler aux minorités, il va pas non plus parler aux femmes avec ça. Donc ici, ils se sent très fort et c'est pour ça qu'il lance ce candidat. Mais il y a une chose importante, c'est on peut se poser la question. Généralement, les candidats vont chercher quelqu'un qui sont complémentaires à eux ou alors qui vont lui dire tiens, on va couvrir un État par exemple. On se dit par exemple tiens, cet État j'ai besoin de l'avoir, donc je vais prendre un sénateur de cet État. Et là, ce qu'il a fait, c'est en prenant J.D. Vance, je crois qu'il a plutôt préparé l'avenir. Il s'est dit voilà, c'est l'avenir du Trumpisme. Voilà, c'est l'avenir probablement du Parti républicain. Il faut que j'ai un successeur. Moi, à l'époque, j'avais pensé que Mike Pompeo, qui était l'ancien patron de la CIA, des ministres des Affaires étrangères américains, aurait fait un très bon vice-président. J.D. Vance, c'est son choix. Vous savez que J.D. Vance a été ignoble vis-à-vis de Donald Trump dans les années qui ont précédé l'arrivée de Donald Trump. En 2016, il avait dit que Donald Trump était Hitler. Donc, il a quand même fait un long chemin pour arriver jusqu'à Donald Trump pour que Donald Trump le prenne. Donc ça montre aussi l'ouverture d'esprit de Donald Trump. Et on étudie aussi beaucoup ses prises de position sur les questions de politique étrangère. Il a servi en Irak comme Marines. Il s'est exprimé il y a quelques semaines, quelques mois sur la question du soutien américain à l'Ukraine qui lui semble totalement disproportionné. Et c'est un partisan farouche d'une ligne dure vis-à-vis de l'Iran et notamment de son programme nucléaire. Ça compte aussi pour parler à certains publics. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un président des États-Unis, la politique étrangère, c'est lui qui la dirige. Le vice-président, il vient qu'en deuxième rideau, si jamais le président venait à quitter ses fonctions. Donc l'influence n'est pas importante à ce niveau-là. Néanmoins, c'est quand même très rassurant d'avoir un président comme ça qui a décidé d'être très ferme face à l'Iran, contrairement à ce qu'a été Biden pendant toutes ces premières années. Vous savez que juste avant le 7 octobre, les États-Unis ont déversé des milliards de dollars à l'Iran de façon totalement indiscriminée. Avec un dégel d'avoir... Oui, mais ce qui n'avait aucun sens. Et on a bien vu que l'Iran s'en est tout de suite servi. Quelle serait la ligne justement de Donald Trump s'il était élu Je pense qu'on va un peu respirer au niveau du Proche-Orient. Je pense qu'Israël va sentir qu'il y aura un vrai gendarme dans le monde et qu'il y aura vraiment quelqu'un qui sera en mesure de les défendre. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire que moi je prends le pari qu'il y aura que si Donald Trump est élu, il y aura plus d'otages du Hamas. Je prends le pari que les choses vont se calmer de ce côté-là et que de toute façon, Israël ne sera plus, je dirais, dans le doute du soutien américain. Parce qu'il faut quand même comprendre que Joe Biden, avec son aile gauche du Parti démocrate, est complètement restreint dans son soutien à Israël. On a bien vu les livraisons d'armes qui ont posé problème. Moi, je suis assez confiant. Franchement, si Donald Trump arrive, je pense que c'est très bon pour Israël. Et c'est aussi même bon pour l'Europe, contrairement à ce que tout le monde pense. Parce que, qu'est-ce qu'a dit J.D. Vance ? Il a dit, écoutez, vous nous dites le monde est en danger, mais vous ne vous armez pas. Et c'est vrai. L'Allemagne ne veut pas dépenser d'argent. Plein de pays ne veulent pas dépenser d'argent dans l'Union européenne. Il faut qu'on dépense notre argent. Il faut qu'on devienne autonome. Parce que là, on a un président américain qui, contrairement à ce qu'on dit, est venu et a toujours soutenu l'Europe. Mais imaginez si la prochaine fois on a un président véritablement isolationniste et que l'Europe ne peut pas se défendre, on va se retrouver face à la Russie et la Chine. Merci beaucoup Philippe Carsonti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'organisation Republicans in France. On peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo pour les téléspectateurs sur notre chaîne YouTube. À très bientôt, bon après-midi.